Il s'appelle Franck Mérine, c'est l'invité d'Alsace Vin. Comment dois-je vous appeler? Président, vous qui avez créé la République du Wine. Alors, je vais même aller plus loin, c'est gouverneur théoriquement, puisqu'il y a eu des élections pour élire ce gouvernement weinlandais. Alors, il est étonnant parce que c'est un vrai spécialiste du vin. Vous développez un pays, vous voulez qu'il y ait des ambassades dans cette République du Vinland, et il y a même un hymne. Alors, je vous propose d'écouter juste ça, c'est l'hymne national du Weinland. Et après, on sera très sérieux. Allez-y. J'ai trouvé délirant parce que au moins, Franck Mérine, vous êtes allé au bout du concept. Oui, c'est pas terminé encore, je pense. L'idée, c'était vraiment de développer ce pays virtuel qui me sert un peu d'enveloppe de communication pour mes actions, mes animations autour du vin. Je définirais un peu la République du Wineland comme un média du vin aujourd'hui, à savoir que je m'appuie sur l'onotourisme et l'onoculture pour développer et mettre en avant tout ce qui m'intéresse, donc la promotion de l'univers du vin auprès du grand public. Alors c'est quoi l'onotourisme? L'onotourisme, c'est un petit peu en vogue depuis, on va dire depuis 5-6 ans maintenant. Donc c'est une approche qui permet aujourd'hui à beaucoup de personnes de découvrir une région viticole par exemple ou un pays, et puis d'aller à la rencontre des acteurs du vin, donc autant les producteurs que parfois des gens plus proches de la nature, des gîtes ou autres. Tout ça dans un cadre vitivinicole. Voilà, et je trouve de la vie autour du vin, de leur c'est la vie autour du vin, et je voulais aller plus loin avec l'onoculture, ce concept un peu plus moderne encore, je crois, qui pousse le bouchon plus loin, le bouchon étant un jeu de mots. On l'avait compris. Voilà. Et qu'est-ce que pour vous, justement, l'onoculture? Alors l'onoculture, c'est vraiment ramener une dimension encore plus culturelle à tout ce qui est onotourisme. Donc dans cette dimension culturelle, la France est, je dirais, un des pays les plus porteurs et les plus axés sur cette culture du vin, puisqu'on a tous théoriquement dans nos chromosomes, là je m'adresse plus à un homme de science, le Français qui naît aujourd'hui est censé tout connaître du vin. On s'aperçoit que c'est pas du tout le cas, mais pour le regard extérieur, c'est voilà, il y a soi-disant cette culture du vin qui est en nos gènes. Donc on a besoin, je pense aujourd'hui, de dépoussiérer un petit peu tout ça et de ramener beaucoup de choses autour du vin. Alors il y a une chose que vous me disiez en préparant cette émission. D'abord sur notre région alsacienne, vous me disiez que dans le Bas-Rhin, début du siècle dernier, donc juste on va dire avant la guerre 14-18, on va y arriver, le Bas-Rhin faisait du vin rouge. Et l'un des plus gros producteurs de vin rouge. Effectivement, la région barinoise était un département, une région très grosse productrice de vin rouge. Alors bien sûr, l'image actuelle de l'Alsace viticole est tout autre, c'est le vin blanc, avec un cépage rouge, le pinot noir, pour faire du vin rouge. Mais à cette période-là, on avait beaucoup plus de cépages qui ont pour la plupart disparu bien sûr aujourd'hui, et c'était surtout axé sur une production de vin rouge au niveau quantitatif. Alors si on vous montre ces images-là de tranchées, de soldats, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, on abreuvé les soldats de vin. Ça, il en manquait jamais. Il ne manquait jamais de vin, effectivement, d'où un projet onoculturel que je porte maintenant avec d'autres partenaires depuis le mois de juin dernier, à savoir raconter à travers ces commémorations de la guerre de 14-18 l'histoire du vin durant la guerre. Alors on voit toujours la guerre comme étant quelque chose d'atroce, ce qu'il a été forcément, mais en dehors des combats, il y avait d'autres moments plus joviaux, je dirais, et le vin a tenu une place relativement importante durant la guerre 14-18, non seulement parce que l'abreuvé faisait patienter les soldats durant les tranchées, parce qu'on abreuvait aussi les soldats lorsqu'il fallait monter au front, et surtout les conséquences du vin durant la guerre, c'est aussi plein de bouleversements sociologiques, notamment l'émancipation des femmes après la guerre. Alors il nous reste une petite minute 30, on va aller très vite. C'est quoi ces vins de la Grande Guerre, ces vins du siècle? Alors les vins du siècle, c'est un concept donc assez simple à expliquer. L'idée part de ce coffret, comme vous l'avez ici, qui est symbolique de l'année 14. On va éditer d'autres coffrets chaque année, voire plusieurs par an, pour présenter un petit peu l'histoire du vin et son évolution durant ces années de guerre. Donc là on part avec ce coffret symbolique de l'année 14 qui a été réalisé avec la maison d'Opf au Moulin, avec Vire.
3 cuvées différentes, trois étiquettes réalisées Alors, par une artiste locale, Isabelle Delard. Celle-là en premier. Alors celle-ci, c'est l'étiquette consensuelle, le pinard durant la Grande Guerre, qui représente vraiment le quart, donc le gobelet du poilu et sa gourde. Ici. Ça, c'est l'étiquette côté prussienne. Côté prussien, le soldat allemand avec le drapeau prussien derrière. Et bien sûr, la mobilisation générale côté français avec le poilu. Dans les deux cas, on voit qu'ils partent en guerre, je dirais un peu la fleur au fusil. Ça se reflète aussi dans la sélection des vins, puisqu'on voulait symboliquement aussi montrer des vins un peu frais, dynamiques, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet avec un départ en fanfare sur le front, quoi. Donc si on boit ça, on a comme ça un petit goût d'éternité de ces hommes qui ont combattu dans les tranchées. Je l'espère. C'est vraiment commémoratif. L'idée n'est pas de commémorer, de symboliser la guerre comme étant quelque chose de dramatique comme d'autres commémorations le font. Nous, c'était plus un aspect sociologique que nous souhaitions aborder, et je pense que ces cuvées-là vont bien traduire les choses. Allez, dernier point, on les trouve où? Alors on les trouve déjà, donc chez Dopf au Moulin, bien sûr, directement à la boutique, à Strasbourg à la boutique Au Gourmet, rue du Fossé des Tanneurs, sur le site internet également de Au Gourmet, et puis dans quelques jours sur le nouveau site internet de la Republic of Wineland, puisqu'il y aura la communication qui sera faite là-dessus. Voilà, donc le professeur Maresco est un bon citoyen maintenant de la République, on est d'accord? Il va d'autant plus l'être. Ça fait longtemps que je m'exerce. Il va d'autant plus l'être que je vais de ce pas lui remettre son passeport, car dans toute bonne république il existe certes un hymne national, mais également alors un passeport, allez-y. Également de l'argent. Alors si Wikipédia ne s'est pas trompé, votre date de naissance c'est bien la bonne. C'est bien la bonne. Voilà, donc vous êtes dorénavant un citoyen Parfait. du Wineland. Parmi d'autres figures illustres, nous comptons dorénavant Jacques Maresco. Et ben voilà, vous voilà binational. Je vais en Asie la semaine prochaine pour voir si ça marche. Merci professeur Maresco, on va vous